Merci Madame la Présidente. À mon tour, je voudrais tout d'abord remercier très vivement les organisateurs de cette conférence de m'avoir invité à y assister. Je suis très sensible à l'honneur qui m'est fait. Je veux également adresser mon salut cordial et amical à mes excellents collègues Lelio Bentes, qui était assis au premier rang de cette salle, et Vitit Manterborn, que nous venons d'entendre, collègues avec lesquels je siège depuis plusieurs années à la commission d'experts pour l'application des conventions de l'OIT à Genève, et je suis très heureux de les retrouver ici, et je les retrouve ici avec plaisir. Il m'est demandé d'intervenir sur le rôle que pourrait, et sans doute devrait, jouer l'institution judiciaire des États afin de prévenir et d'éliminer, si c'est possible, le travail des enfants. Je pense que si l'on m'a invité ici, c'est en raison du fait que je rapporte devant cette commission d'experts de l'OIT la Convention 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et qui est, on l'a dit suffisamment au cours de cette journée et d'hier, l'une des deux conventions fondamentales, avec celle sur les pires formes, la numéro 182, consacrée à ce difficile et bien douloureux problème. Mais si, en raison des attributions qui sont les miennes au sein de la commission d'experts, je suis évidemment particulièrement sensibilisé à cette question, j'indique qu'il n'entre pas dans les attributions de l'OIT de formuler des propositions concrètes aux États sur le rôle que devraient jouer leurs institutions judiciaires. Néanmoins, nous tenons compte, dans le cadre des travaux de notre commission, du paragraphe 1er de l'article 9 de la Convention 138 qui prévoit, je cite cet article 9, que l'autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue de l'application effective des dispositions de la présente Convention. Fin de citation. Et l'article 7 de la Convention 182 reprend les mêmes dispositions en y ajoutant un élément de plus, car il est question ici maintenant de l'application de sanctions pénales. Ce ne sont plus les sanctions appropriées, mais les sanctions pénales. Voilà ce qui figure dans ces conventions et ce qui amène tout naturellement notre commission à examiner si effectivement les États ont fait application des dispositions en question. Et d'ailleurs, le formulaire de rapport pour l'application de la Convention 138 que chaque État doit remplir ne manque pas de préciser, et je le cite à nouveau, que les États doivent indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions intéressant l'application de la Convention, et on y ajoute une demande de fournir le texte de ces décisions ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées. Il y a donc un contrôle international, en quelque sorte, sur l'activité judiciaire dans ce domaine que la Convention 138 ne manque pas de souligner, dont ne manque pas d'en souligner l'importance. Alors peut-être aussi, les organisateurs de cette conférence ont-ils pensé, ont-ils voulu tenir compte de ce que j'ai effectué une longue carrière de magistrat, à la fois comme juge, puis comme procureur, et si je n'ai pas eu l'occasion, dans l'exercice de mes fonctions, de me pencher sur des problèmes touchant au travail des enfants, malgré tout, c'est en qualité de juge ou de procureur que j'appréhende ces problèmes. C'est donc, cependant, avec une extrême modestie que j'aborde la question qui nous retient cet après-midi et que je vous demande la plus grande indulgence pour mes propos. Il me semble que l'on ne peut pas aborder ce sujet sans rappeler, même si la plupart d'entre vous les connaissent et
ne serait-ce que parce qu'on a évoqué ces chiffres tout au long de la journée d'hier et de la matinée d'aujourd'hui, je crois qu'il faut tout de même avoir bien présent à l'esprit les chiffres qui restent effrayants et qui, à eux seuls, justifient l'organisation de cette conférence. Selon des chiffres qui viennent d'être publiés par le BIT, et qui soulignent les progrès accomplis que l'on a à juste titre raison de mettre en avant, il ne faut cependant pas oublier l'énormité de ces chiffres. 168 millions d'enfants étaient astreints au travail, chiffre qui n'est pas très éloigné de la population totale du Brésil et qui est légèrement supérieur à la moitié de la population des États-Unis d'Amérique. Et pire encore, si c'est possible, sur ces 168 millions, 120 millions d'enfants appartiennent à la tranche d'âge, la première tranche d'âge, 5-14 ans. Et plus d'un tiers de ces derniers, 85 millions, effectuent des travaux dangereux. Ces chiffres restent bouleversants par leur énormité. Il ne faudrait pas croire que ces chiffres sont statiques. Ils évoluent au long des années et fort heureusement, on a constaté lors de la publication toute récente de ces chiffres dans le sens de la diminution, et d'une diminution nette pour la période 2000 à 2012, si on compare ces deux périodes. Et étant entendu que les progrès ne sont pas uniformes, ils sont plus nets en Amérique latine et en Asie que sur d'autres continents. Et puis, en réalité, et en dépit des progrès incontestables réalisés, qui ont été mis en avant tout au long de ces journées, malgré tout, on a dû constater que la date butoir que l'on s'était fixée en 2016, d'ores et déjà, on sait qu'on ne pourra pas l'atteindre, date butoir pour l'élimination totale des pires formes de travail des enfants. Des diminutions, certes, mais beaucoup plus faibles, beaucoup plus lentes sur certains continents, et notamment en Afrique subsaharienne, où 59 millions d'enfants sont encore au travail. Alors, il me faut en venir au rôle que peut jouer l'institution judiciaire. Mais d'abord, bien que ça soit un peu paradoxal, je crois devoir examiner les obstacles à l'action judiciaire en vue de rechercher ensuite quelles pourraient être les modalités de celle-ci. Paradoxal parce que, malgré tout, il ne faut pas demander à la justice ce qu'elle ne peut pas faire. Et donc, en mettant en avant ces obstacles, je ne cherche pas à diminuer les responsabilités de la justice, mais à montrer qu'il y a des domaines où elle ne peut pas intervenir. Par exemple, il existe des États qui nient l'évidence et pratiquent la politique de l'autruche. Ce sont en général des dictatures. La justice n'a évidemment aucune indépendance et parle de la même voix que l'État considéré et se conforme au mot d'ordre général. La règle dans ces États, c'est « il n'y a pas d'enfants au travail dans ces pays », contre souvent toute évidence. Alors, dans ces cas-là, seule l'OIT et les autres agences spécialisées de l'ONU pourront, par l'effet de la publicité de leurs observations et l'effet de stigmatisation qu'elle entraîne, peut-être aussi et surtout pour les cas les plus graves, en obtenant que les autres États cessent leurs relations commerciales avec ces pays. Cette expérience démontre que c'est un moyen, et peut-être le seul, qui soit réellement efficace. Ce n'est donc que par ces moyens-là que l'on peut espérer obtenir un résultat, et ce n'est que dans un second temps que la justice pourra intervenir. Deuxième obstacle dans un autre domaine, c'est l'inverse, c'est-à-dire certains États qui ne nient pas la réalité et la gravité de la réalité qui existe dans leur pays, à la fois l'existence du travail des enfants, et même dans ses pires formes, mais aussi l'aveu d'incapacité dans lequel l'État se trouve d'y remédier en raison de leur absence de structure due à leur extrême pauvreté.
Il m'a été donné, dans le cadre d'une mission qui m'a été confiée par l'Union européenne, de visiter les juridictions d'un petit État subsaharien qui n'est pas parmi les plus pauvres, et de constater le dénuement le plus total de mes collègues juges à la tête d'une énorme circonscription, sans aucun moyen pour faire face à leurs besoins les plus élémentaires et de ce fait fortement soumis à la tentation de la corruption. Pour ces pays, seule l'aide internationale, IPEC, bien entendu, mais aussi la Banque mondiale, le FMI, etc., leur permettra de sortir la tête de l'eau, de se structurer, et alors seulement à la justice de faire face à ses responsabilités. Troisième exemple, le dénouement de certains États peut les conduire à aller jusqu'à une absence d'état civil. Un grand journal titrait, il y a quelque temps, concernant un pays du sud de l'Afrique, je cite, « Un tiers des enfants n'ont pas d'existence légale ». Fin de citation. Et l'UNICEF, dans un de ses rapports annuels, relevait que 51 millions des enfants nés en 2007 n'étaient pas inscrits à l'état civil. Sans doute, la tenue de l'état civil est une responsabilité qui incombe à l'État, qui est en général déconcentrée au niveau de la commune et donc du maire, et placée sous le contrôle du procureur de la République, qui peut, le cas échéant, saisir le tribunal. Mais lorsque la défaillance en la matière est à ce point importante, nul doute que l'on est en présence d'un pays dépourvu de structure, avec des défaillances aussi importantes en matière de justice que dans le domaine de l'état civil. Et dans ces conditions, il ne faut pas attendre de l'institution judiciaire qu'elle puisse agir, elle est paralysée par l'ampleur du problème. Quatrième hypothèse. Aux obstacles liés à la grande pauvreté et aux problèmes économiques auxquels il faut adjoindre, on y faisait allusion à plusieurs reprises, et notamment mon collègue Monterborn, il faut adjoindre l'état de guerre civile qui entraîne la mobilisation d'enfants soldats, et on voit mal comment la justice pourrait appréhender ce drame de ces enfants soldats. Donc à ces problèmes économiques et de grande pauvreté peuvent s'ajouter ou se substituer des difficultés sociologiques ou culturelles. Toujours l'UNICEF nous apprend que 70 millions de filles et de jeunes femmes ont subi des mutilations génitales dans 28 pays d'Afrique et au Yémen. Si cette abominable tradition est à ce point répandue, comment imaginer que des juges, dont peut-être leur épouse et leur fille ont été excisés, puissent lutter contre cette atteinte grave à l'intégrité physique? Un immense travail de prise de conscience doit être entrepris, peut-être d'abord auprès des juges si besoin est. Sans prétendre à l'exhaustivité de loin, je voudrais souligner encore la difficulté qui tient au fait qu'en général, la justice appréhende les problèmes de façon individuelle. C'est sa manière de travailler. Elle ne peut pas les appréhender de façon collective. Or, le plus souvent, le travail des enfants n'est pas un problème individuel, mais il se présente comme un phénomène de masse qui laisse le juge démuni. Prenons l'exemple de la scolarité des enfants dont il a été souvent question ici. Chacun sait que la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge où le travail est autorisé constitue le meilleur moyen, la meilleure antidote pour lutter efficacement contre le travail des enfants. Évidemment, l'autorité judiciaire n'est pas globalement en charge de ce problème. Elle ne saurait néanmoins s'en désintéresser. Et c'est ce que nous allons voir en examinant maintenant, enfin, peut-être, le rôle que peut jouer la justice, y compris ce domaine de la scolarité obligatoire pour lutter contre le travail des enfants. Quel est donc ce rôle de la justice? Nous l'avons vu, ce rôle, je viens de vous le montrer, est résiduel. Il n'en est pas moins extrêmement important. Il me semble que la justice doit à la fois assurer la protection des mineurs, mais aussi sanctionner tous les abus dont ceux-ci peuvent être victimes.
Alors, la protection des mineurs. La justice doit être un recours lorsque le mineur est en danger. Et je voudrais formuler à cet égard plusieurs suggestions. Première suggestion, il serait infiniment souhaitable que, sans aucun formalisme, le jeune puisse frapper matériellement à la porte du procureur ou du juge spécialisé pour mineurs. Ça peut paraître faire sourire, mais cependant, ça existe, et ça existe notamment dans mon pays, où concrètement les choses se passent parfois ainsi. Et ainsi, le mineur peut, et plus exactement le juge, peut prendre aussitôt une mesure de protection, comme le placement dans un foyer à titre provisoire, puis dans une famille d'accueil ou auprès d'une personne digne de confiance si le milieu familial est défaillant. Bien entendu, le plus souvent, le jeune sera conduit au palais de justice par un travailleur social ou un service de police. Mais cette absence de toute procédure obligatoire permet une action rapide et efficace. Elle suppose aussi que le juge spécialisé dispose à ses côtés d'un service de protection de l'enfance qu'il puisse immédiatement saisir. Mais pour que ce dispositif puisse fonctionner, il faut qu'il soit très largement connu et pas seulement des spécialistes de l'enfance en danger. D'où la nécessité de mobiliser les médias, la presse, la radio, la télévision, Internet, également des campagnes d'affichage de toutes dimensions, souvent renouvelées, soient entreprises dans des endroits multiples. Deuxième suggestion. Dans le même ordre d'idées, l'instauration d'un numéro téléphonique d'appel gratuit, unique sur tout le territoire national, sur le modèle de ce qui existe pour l'appel des pompiers ou de la police, peut constituer une mesure efficace que les services du procureur peuvent mettre en place s'il en a les moyens. Mais il y faut des moyens, il y faut des personnes qualifiées qui sont à l'écoute des appels reçus et à même de leur donner une suite, y compris dans les langues et dialectes en usage dans le pays considéré. Mais que l'enfant victime puisse directement, par un numéro d'appel gratuit, informer de sa situation, c'est une autre manière d'accéder directement et très facilement à l'intervention judiciaire utile. Troisième suggestion, permettre aux enfants victimes de disposer d'un moyen simple à leur portée, de faire connaître leur situation et à toute personne qui a connaissance de telles situations de faire de même, serait bien entendu une bonne chose, mais insuffisante. Il serait souhaitable, là où le législation interne ne l'a pas prévu, de rendre obligatoire pour toute personne qui a connaissance de violences à l'égard d'enfants mineurs, et pourquoi pas d'enfants astreints au travail à un âge où le travail n'est pas autorisé, de le signaler aux autorités. Vous avez bien compris, le seul fait de ne pas signaler ces faits très graves dont l'intéressé, dont le citoyen a connaissance, constitue une infraction, ou devrait constituer une infraction pénale et entraîner des poursuites. Alors, pour ma part, je ne suis pas du tout favorable aux dénonciations qui conduisent à des abus et créent un climat tout à fait détestable. Mais dans ce domaine, quand il s'agit de la moralité, de la santé, de l'intégrité physique des mineurs, alors oui, là, cette dénonciation est tout à fait utile et doit produire des effets heureux, car on se plaint d'ignorer les réalités, c'est une manière d'en avoir connaissance. J'évoquais également tout à l'heure, j'en suis à ma 5e proposition je crois, l'impérieuse nécessité d'une scolarité obligatoire qui a progressé en Asie du Sud et diminué malheureusement en Afrique subsaharienne. Là où elle existe, l'autorité judiciaire, en étroite concertation avec l'autorité éducative, devrait se préoccuper de l'absentéisme scolaire. L'enfant absent, sans motif connu, devait être signalé au procureur, qui chargerait aussitôt un service de police de rechercher les motifs de cette absence et rappellerait aux parents leurs obligations. Des poursuites pénales pourraient être envisagées si la persuasion ne suffisait pas.
Le rôle de la justice, c'est aussi, et peut-être principalement, de poursuivre et de sanctionner les délinquants. C'est ce que je voudrais aborder maintenant pour terminer mon propos. Pour que la justice puisse agir, il faut que la loi l'y autorise. L'absentéisme scolaire, dont il vient d'être question, peut souvent avoir pour cause la mise au travail des enfants pour aider les adultes aux travaux agricoles et autres. Ne faudrait-il pas créer un délit pour tout adulte employant un enfant en violation de la Convention 138, qui fixe l'âge d'accès à l'emploi, avec des circonstances aggravantes lorsqu'il s'agit de travaux dangereux. À cet égard, le rôle des inspecteurs du travail est primordial et le rôle des procureurs pour motiver les inspecteurs du travail dans ce domaine n'est pas moins important. Et de rappeler à ces inspecteurs du travail que leurs compétences s'appliquent aussi bien au secteur formel qu'au secteur informel, alors que ces inspecteurs du travail sont particulièrement aptes à constater la présence sur les chantiers ou dans les entreprises de jeunes n'ayant pas l'âge leur permettant de travailler. Le fort soutien des procureurs à l'action des inspecteurs du travail devrait leur permettre de s'intéresser, y compris aux grosses entreprises multinationales dont les abus en la matière sont particulièrement intolérables. Bien entendu, les réquisitions sévères s'imposent à l'audience par le procureur et l'on est en droit d'attendre des juridictions des sanctions à la hauteur de la gravité des faits établis et de nature à jouer un rôle de prévention non négligeable. Sans doute serait-il souhaitable, à l'initiative de l'autorité judiciaire, que des campagnes de sensibilisation soient régulièrement organisées en direction du public, mais plus précisément de la police, des procureurs et des juges, pour lesquels, notre collègue Monterborn y faisait allusion tout à l'heure, un programme de formation initiale et permanente devrait être mis en œuvre sur la particularité de ce type de délinquance et son importance économique et sociale. Pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, mais je crois que je l'ai déjà dépassé, je voudrais appeler votre attention, pour terminer, sur le principe de ce qu'il est convenu d'appeler, et je crois que mon collègue y faisait allusion lui aussi, convenu d'appeler la compétence universelle du juge national, qui lui permet non seulement de juger son national, ce qui est son rôle normal, mais de juger son national pour les infractions commises à l'étranger, mais aussi de juger un étranger qui se trouve provisoirement sur le territoire national pour des traitements cruels, inhumains ou dégradants commis à l'étranger, et ceci en application de la Convention de New York du 10 décembre 1984, pour les États évidemment qui ont ratifié cette convention. Ainsi, le tourisme sexuel dont de nombreux enfants sont victimes, toutes les formes d'esclavage, la vente et la traite des enfants, la servitude pour dette, etc., sont autant de traitements cruels, inhumains et dégradants permettant la poursuite et le jugement, même s'ils ont été commis à l'étranger par un national, ou même s'il s'agit d'un étranger, si ce dernier se trouve provisoirement sur le territoire national. Il conviendrait de sensibiliser les juges et procureurs en la matière afin de donner à ces textes une application plus fréquente en vue de sanctions particulièrement lourdes. Je terminerai en disant que je suis conscient d'être resté un peu à la surface des choses, d'avoir survolé un petit peu sans avoir le temps d'être complet, bien entendu, et de vous avoir incité à vous référer non seulement aux deux conventions fondamentales de l'OIT, mais aux deux recommandations ayant le même objet, les recommandations 146 et 190, qui fourmillent de suggestions concrètes pour la mise en application des deux conventions précitées. Je suis prêt à m'efforcer de répondre à vos questions et je vous remercie de votre bienveillante attention. Nós agradecemos imensamente, sobretudo
por abordar os obstáculos à atuação do Poder Judiciário e nos deixar com as reflexões sobre as possibilidades de superar tais obstáculos. Passo, em seguida, a palavra ao senhor Altamas Kabir, que foi juiz da Suprema Corte de Justiça da Índia. Por favor, doutor Kabir.